quand tu as ton banquier qui est après toi, tu es mieux de lâcher prise. Parce que c'est lui qui a le bat de baseball, c'est pas toi. Ouais, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ouais. Fait que tu as un lâcher prise que même si tu veux pas, tu n'as pas le Ouais. choix. Là, c'est assez intense, là, ce genre de dossier-là. Mais puis avec, tu sais, c'est pas, je ne dis pas que les banquiers sont pas corrects. C'est pas ça. C'est ils sont plus capables de... Ils sont là pour gérer des risques. Ils sont là pour gérer des risques. Eux autres, ils veulent que ça se passe. Puis des fois, ça prend ça aussi pour que le président dise, ben là, ouais, peut-être que... Puis etc. Mais oui, il y a des outils qu'on peut mettre en place qui s'appliquent dans les deux cas, parce que c'est quoi que ça demande dans les deux cas? Que ce soit en forte croissance ou en décroissance, c'est de la discipline, de la rigueur, c'est à tous les jours. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Jocelyn Rioux de l'entreprise Plan B. Bienvenue à nos studios, Jocelyn. Merci à vous deux. Toujours à mes côtés, mon associé et mon copilote, Normand Chadwick. Bonjour. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils aux gens d'affaires, un peu dans le même réseau que toi, Jocelyn, mais avec un autre angle. Jocelyn, on va faire un peu ta bio. Il y aurait beaucoup de choses à dire, fait que je vais la faire succincte. Ben oui. Ça part en tout cas d'un diplôme en management là, à l'époque. Mm-hmm. Tu as été également comptable de formation à travers de ça, si je ne m'abuse. Non, je n'ai pas comptable. T'as pas été comptable. Non, j'ai étudié en comptabilité, mais j'ai eu un bureau de comptabilité. Tu as eu un bureau de comptable. Mais sans voir les titres. Ouais. D'accord. Mais il y a des comptables, des CA qui travaillaient pour moi à l'époque. OK. Fait que j'avais mélangé le fait de ton bureau de comptable. Non. Tout début de ta carrière, tu pars un bureau de comptable qui a une belle croissance. Ouais. Ensuite, dans ton parcours, on ne peut pas passer à côté de l'école de conduite que peut-être les vieux se rappelleront, les plus vieux, en tout cas, ceux qui étaient là, l'école de conduite Lauson. Ouais, les Lauzons de conduite, il y avait les humoristes à l'époque, qui étaient un peu les RBO de l'époque, là, Marc Laurando puis sa gang. Là, les cyniques. Qui faisait, M. Lauzon faisait comment, puis il imitait M. Lauzon parce qu'il avait une voix un peu nasale, tu sais. Puis il l'imitait, puis c'était avec un cheval, comment monter sur un cheval, expliqué par Léonard Lauzon, que j'ai rencontré d'ailleurs à quelques reprises, un monsieur bien sympathique, mais oui. Fait qu'autour de l'âge de 23-24 ans, en fait, tu as été le plus gros franchisé de ce groupe-là. Ce groupe-là se met à aller pas particulièrement bien. Tu as une opportunité de l'acheter. Exact. Et de le revendre, en fait, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard. Et c'est là que tu racontes, en fait, que tu as eu une piqûre, tu as catché que toi, ce que tu aimes, c'est quand ça brasse. Tu aimes les situations où ça brasse, finalement. J'aime ça, tu l'expliques bien. Ouais. Ben, c'est sûr que ça me challenge intellectuellement, premièrement. Tu sais, linéaire, c'est pas quelque chose qui me fascine, là, mais j'aime ça lorsqu'il y a des défis. Puis effectivement, je me suis découvert ça à ce moment-là. Cette capacité-là d'analyse rapide, puis de voir des choses que peut-être les autres ne voient pas nécessairement aussi. Là. Il y a des talents qu'on a comme chaque être humain, puis ça, ben, c'est un talent que je me suis découvert parce que c'est pas à l'université, c'est pas non plus dans... Oui, ça, il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas d'école pour ça. C'est sur le terrain. Je dis tout le temps, tu apprends sur le tas. D'ailleurs, moi, j'ai un DST, j'ai bien des lettres au bout de mon nom. J'ai dit ça parce qu'il y a quelqu'un l'autre jour dans une entrevue, ben, tu sais, je suis administrateur agréé, je suis CMC, puis j'ai mon diplôme de ci, puis tout ça. Là. Puis j'ai dit, j'ai un DST, puis là, le gars, ça a pris du temps, mais tu sais quoi, ça? J'ai un doctorat sur le tas, tu sais. Fait que c'est un peu Fait que c'est sûr que, c'est ça, on apprend. J'ai appris le redressement, on devient bon en faisant, tu sais, et ça fait 37 ans que j'en fais, fait que c'est sûr que... Il y en a qui me trouvent bien bon, mais ça a pris 37 ans à faire la même chose. J'espère que tout le monde devienne bon, mais effectivement, c'est vrai, c'est un bon point que tu emmènes. Il n'y a pas d'école de redressement. Il n'y a pas de... Et c'est quelque chose qui s'apprend de dossier en dossier avec des angles différents. Et ce que j'aime de ce métier-là encore aujourd'hui, ben, c'est pas un métier qui est... Il n'y a pas un acquis. Tu rentres, c'est toujours quelque chose à apprendre ou à... C'est ça, à chaque fois que j'ai un dossier, j'apprends tout le temps quelque chose de nouveau, un autre angle que je n'avais pas vu. Puis, les défis que tu parlais, là, on vient de parler de redressement, donc ça peut amener une décroissance, mais des défis de décroissance, des défis de croissance, les deux? Oui, absolument. On intervient, on accompagne chez Plan B, on accompagne dans les deux. J'aime mieux dire forte croissance, parce que, tu sais, puis une forte décroissance. C'est dans les deux axes que nous, on intervient.
Donc, ceux qui sont en forte croissance, bien, c'est beaucoup de défis aussi pour nos entrepreneurs. Ça prend des équipes, des fois changer d'équipe. L'équipe en place n'est plus la bonne équipe. C'est des grandes décisions à prendre. Hein. Même pour le président, lorsqu'il est en forte croissance, il ne peut plus être dans le micromanagement. Il n'a pas le choix d'aller vers le macro-management, mais connaît si bien son entreprise qu'il est plus habitué d'être dans les mains. D'où la méthode, peut-être qu'on parlera tout à l'heure, la méthode nose in, fingers out, il y a plus les doigts dedans, puis de lâcher prise sur tout ça, puis d'aller dans le macro-management, c'est toute une nouvelle posture qui est inconfortable, et donc, mais pour qu'elle soit confortable, bien, il faut revisiter l'équipe, savoir si notre équipe est assez forte pour venir justement compenser pour cet effort de guerre-là, d'une façon de parler. Mais, puis, même chose dans décroissance. En décroissance, bien, ça demande des personnes qui ont cette expérience-là, parce que souvent, ce qu'on appelle les special loans, les comptes spéciaux, les banques, bien, les entrepreneurs se retrouvent là, puis ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas comment gérer ça. Les CFO en place non plus, et il y a une documentation à fournir au niveau comptable qui est différente d'un reporting ordinaire, fait que ça demande un reporting qui est différent. Il y a une pression de la banque qui se fait parce qu'eux autres, c'est sûr qu'ils veulent être sûrs de retirer leur bille. Hein. Mais Jocelyn, dans ce que tu décris en ce moment, il y a beaucoup de comportements humains. Ah ben absolument. Puis tu dirais, c'est parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur ou son équipe, c'est juste plus les bonnes personnes au bon endroit? Absolument. OK, Absolument. Donc c'est pas nécessairement une question de compétence. Non. OK. Non. Okay. C'est en forte croissance. Souvent, ce que je retrouve, exemple, dans forte croissance, c'est, puis un peu les parallèles que je fais là, dans une conférence que je fais avec le commandant Piché, c'est que pour un voyage à New York, c'est un équipage, puis le voyage en Australie, c'est un autre équipage. Hein? Parce que si, par exemple, une femme accouche, puis t'es 15 heures, ils ne peuvent pas atterrir n'importe où. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de membre d'équipage qui puisse régler cette problématique-là, etc. Fait que donc, pour aller en forte croissance, bien, il faut regarder l'équipe d'une façon extérieure, parce que souvent, par besoin, on prête aux gens des qualités qu'ils n'ont pas. Hein? Les êtres humains, on peut faire de l'aveuglement de volontaire. On dit, il n'est pas si pire. Moi, quand j'entends un président me dire ça, ça me fait toujours rire, il n'est pas si pire. Donc, tu as le goût de travailler avec du monde qui ne sont pas si pires. Je leur mets un peu, je fais cette métaphore-là avec eux. Et il faut revoir l'équipe. Est-ce que c'est les bons membres d'équipe? La personne aux finances. Moi, j'ai fait plus que 300 dossiers de restructuration dans ma vie, mais souvent, ça vient du département de finances, qui n'est pas assez fort, qui ne donne pas le bon data financier, qui n'est pas... malheureusement, des fois, les entrepreneurs négligent ce département-là. Hein. Ça coûte tout le temps trop cher, ce département-là, mais c'est pas vrai. C'est comme c'est perçu comme un cost center. Exactement. Alors, c'est un investissement, le département de comptabilité. Et ça me nave énormément de voir des entrepreneurs qui sous-estiment ce département-là. Fait que d'avoir le bon data, on peut prendre des bonnes décisions si on n'a pas le bon data. Fait que de revoir l'équipe en place, ça veut dire les ressources humaines, l'opération, les finances, les ventes, etc. Ça demande, est-ce qu'on a les bons membres? Mais quand ton leader n'est pas capable de reconnaître ça, c'est parce qu'il a atteint lui-même son propre plafond? Ou... Ben, c'est une belle question, ça. Hein? Ben, probablement que oui. Il est rendu peut-être à revoir lui-même. Et c'est là que nous, lorsqu'on rentre, j'appelle ça la zone, j'en parle dans le livre que j'ai publié l'année dernière, on en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est réellement ce que j'appelle sa zone de création de valeur ajoutée. Ça veut dire, c'est où tu es payant aujourd'hui. Tu es capable de tout faire, mais maintenant, c'est plus de tout faire. C'est où est-ce que tu vas être payant à partir d'aujourd'hui? Dans quel contexte que tu vas... C'est où est-ce que tu vas t'élever? Tu peux garder ton titre de président, mais peut-être que tu es meilleur aux ventes, à titre d'exemple. On va cerner ça avec le président aussi, parce que lui-même, il faut qu'il y ait un travail d'introspection. Et lorsque nous, on travaille avec eux, il faut que je chante que le président, quand je le rencontre la première fois, est-ce qu'il est rendu là dans sa tête? Parce qu'il n'est pas rendu là dans sa tête, je passe mon tour. Ça part, toute la boue descend de la montagne. C'est une vieille expression du Bas-Saint-Laurent. Mais, tu sais, c'est vrai. C'est la boue descend de la montagne. Et si le président n'est pas apte à lui-même transformer sa posture ou de se mettre dans un autre, tu sais... C'est une question d'orgueil à ce moment-là? Ou... Ben, moi, je pense que c'est une question de lâcher prise. C'est pas facile. Okay. Premièrement, de sortir de sa zone de confort, c'est très insécurisant pour n'importe quel être humain. Il n'y a pas un être humain qui change nécessairement par vertu. Surtout quand il est battu, il n'est plus capable. Fait que c'est cet élément-là qui est le déclencheur pour nous. Moi, je dis toujours, il y a 3 critères pour travailler avec nous chez Plan B. C'est que la personne doit faire preuve d'honnêteté, c'est-à-dire ça demande de l'humilité, de l'honnêteté, des fois, de dire, regarde, je suis plus capable. Là, c'est vrai que je suis dépassé. C'est plus une business à 20 millions que je suis rendu à 40, à 50, à 60. Peu importe.
je suis plus la bonne personne, mais ça demande de l'honnêteté envers soi. Hein. C'est un travail d'introspection aussi envers la personne. Clairement. Après ça, de la bonne volonté puis une ouverture d'esprit. Moi, je dis toujours, ces 3 critères-là, si je ne les rencontre pas lors d'un premier contact avec le président, la présidente de la compagnie, j'aime mieux passer mon tour. Parce que c'est un travail d'équipe qu'on fait avec eux. C'est un accompagnement. Nous, on n'est pas là comme Astérix dans le village des Romains, comme je dis toujours. Jocelyn, il y en a un paquet qui ont dû te dire qu'il y avait cette ouverture d'esprit-là, puis qui se reconnaissait une certaine honnêteté, mais que finalement, tu découvres en cours de chemin que c'est pas le cas. Là. Ça, c'est une belle question. Tu as raison, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé leur zone de création de valeur ajoutée ou ils ne sont pas capables. Et ça, dans le programme, c'est ce que nous, on fait beaucoup. C'est ces suivis-là opérationnels qui fait en sorte qu'on est capable de voir puis de l'aider aussi. Ce qu'on a créé, nous autres, puis ça, c'est grâce au commandant Piché, c'est ce que j'appelle des simulateurs de gestionnaires. Okay. On les accompagne pendant une journée, puis on regarde comment ils sont. C'est quoi ta posture? As-tu une posture de gestionnaire ou une posture de contrôlant? Souvent, c'est ce qu'on trouve, là, de free control que j'appelle. Fait que posture de gestionnaire, c'est complètement différent. Et c'est là qu'on voit si la personne est gestionnaire ou n'est pas gestionnaire. Et là, ça nous permet, parce que sinon, comment tu veux évaluer quelqu'un? Fait que nous, on aborde le coaching, évidemment, dans nos interventions. Mais le coaching, ça demande une ouverture d'esprit aussi. C'est pas tout le monde qui est coachable. Ça, encore là, j'ai appris ça dans mes formations de coach professionnel. C'est pas tout le monde qui sont coachables. Il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit-là, cette volonté-là de transformation de la personne, puis de dire « OK, parfait ». Mais tu as raison, on s'en aperçoit en cours de route, puis c'est là que, grâce au suivi qu'on fait de rigueur à toutes les semaines hebdomadaires, on est capable, avec l'équipe aussi, de dire, regarde, mettons, t'es bien gentil, là, mais... Puis là, on est capable d'y faire voir qu'il est encore dans le micromanagement. Et ça, c'est là que tout le travail se fait. Puis oui, c'est pas un acquis. Oui, il y a des rechutes, je vais appeler ça de même, mais en même temps, et si cet élément-là d'honnêteté dit, ouais, tu sais, j'en ai un l'autre jour qui m'a dit, ouais, j'ai été là, j'aurais pas dû. Bon, OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu mets en place pour la prochaine fois? Parce que tu as bien beau t'excuser, mais c'est à chaque semaine, tu le refais, ton équipe va perdre confiance. Ou si tu as passé par-dessus ton VP opération, y avait-tu une urgence de le faire? Non, mais tu sais, j'ai vu quelque chose. Ouais, mais tu aurais pu le dire à lui, puis le réadresser. Tu n'avais pas d'affaire. Fait que tu viens contrecarrer ce qu'on appelle l'ordre hiérarchique de la compagnie. Tu as passé par-dessus, puis il y en a qui en profitent. Dans ce temps-là, des employés disent, hey, on va laisser faire, on n'ira pas voir le VP des opérations. Je vais aller voir Robert, que je connais depuis 25 ans, qui est le président, puis lui, il va m'autoriser ça. Je m'excuse. Fait que oui, mais c'est un working progress. Oui. On ne transforme pas quelqu'un comme ça à ce point-là. Moi, je ne crois pas à ça. 3 mois après, il va être correct. Jocelyn, je pense qu'on a tranquillement déjà les mains dedans. Fait que montrons-le à l'écran. C'est un livre que tu as lancé cette année, en 2024. Cette année. J'ai comme oublié qu'on était en 2025. 2024, ça s'appelle « Lâchez vos opérations » et c'est quand tout devient possible grâce à la méthode « Nose in, fingers out ». Vraiment, félicitations de lancer ça. C'est pas rien, écrire un livre là, quand même. Non. Alors, si moi je lis ça de A à Z, puis que je suis un président d'entreprise, ça va être quoi les 2 ou 3 takeaways que je devrais saisir si je suis vraiment là, comme à l'écoute de ce que tu veux nous communiquer dans ce livre? Je pense qu'on est toujours... Moi, en tout cas, je suis un gars, je lis beaucoup, j'adore ça. Puis je crois que la vie m'emmène tout le temps le livre que j'ai besoin, tu sais. Je pense que quelqu'un qui met la main sur ce livre-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui parle au départ. Tu sais, le titre, là, grâce à Lâchez vos opérations d'entreprise, si tu le remontes aux personnes, c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, c'est marqué lâcher prise aussi. Parce que tout est dans... Tu ne peux pas lâcher prise si tu n'es pas... Ça demande un lâcher-prise de tous les instants, d'aller dans le macro-management plutôt que le micro. Et je pense que les personnes qui vont être intéressées à lire ça, puis à avoir une méthodologie pour comment le faire, comment s'y rendre, puis il y a des partages de présidents puis de présidentes de compagnies qui ont vécu la méthode, puis qui en parlent où ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à ça. Mais ça veut dire que tu as déjà un intérêt sur le fait que tu dis, ouais, peut-être que j'ai... tu sais, c'est comme tu dis, tu ne penses pas que tu es allergique aux noisettes si tu n'as pas de... Hein? C'est pas un discours que tu as, mettons, intérieurement. Tu dis, je pense que tu es allergique aux noisettes. Ouais. C'est parce qu'il y a une réaction, il y a quelque chose, sinon tu ne penses pas à ça. Fait que je pense que le titre, la méthode Nose in, Fingers out, parle beaucoup au monde. Ça veut dire que tu vas sortir de ton micromanagement pour aller dans le macro. Le micro, tu prends des petites décisions. Dans le macro, tu prends des grandes décisions.
Tu es rendu où dans ta vie? As-tu le goût de prendre des grandes décisions ou rester dans le micro? Puis il y en a qui ne sont pas capables. Tu as raison, c'était bien ta question tout à l'heure. Puis à un moment donné, on arrête ça là, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. La personne n'est pas capable d'y arriver. Pour toutes sortes de raisons. Free control ou ben là, finalement, c'est trop pour eux. T'sais? Malheureusement, je trouve ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de PME qui sont à 10, qui pourraient être à 20 à 30 millions. Je trouve ça dommage. Puis on va se dire aujourd'hui, les créateurs d'emplois, là, c'est pas les grosses multinationales. Aujourd'hui, c'est nos PME au Québec. Là. Puis de la pérennité, on en a besoin. Puis moi, j'en vois plein d'entreprises qui sont à 20, qui pourraient être à 50, puis à 60, puis à 100 millions. C'est parce que la personne, le président ou la présidente, c'est des vendeurs. Mais au lieu de juste vendre, ils se mêlent les opérations. Puis on pourrait avoir des belles, plusieurs beaux succès. Fait que Jocelyn, premièrement, je veux reprendre ce que j'ai fait parce que je vois bien que je n'ai pas lu le titre au complet de ton livre. Je vais le remontrer comme il faut. Donc, c'est « Lâcher vos opérations d'entreprise ». C'est ce que tu montrais tantôt, que si on lit les deux mots qui sont en caractère gras, si on peut dire en blanc, c'est « lâcher prise ». Fait que cette fois-ci, c'est mieux livré. Donc, tu parles de s'enlever des opérations, monter au niveau stratégique. Tu nous disais tantôt que tu es autant intéressé par la croissance hyper rapide que les enjeux de redressement, finalement, dans lesquels tu as vraiment travaillé. Est-ce que ceci s'applique aux deux? Écoute, tu as dit belle question. Oui, dans un certain sens, parce que quand tu as ton banquier qui est après toi, tu es mieux de lâcher prise. Parce que c'est lui qui a le bat de baseball, c'est pas toi. Oui, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ouais. Fait que tu as un lâcher prise que même si tu veux pas, tu n'as pas le choix. Là, c'est assez intense, là, ce genre de dossier-là. Mais, puis avec, tu sais, c'est pas... Je dis pas que les banquiers sont pas corrects en passant, c'est pas ça. C'est qu'ils sont plus capables de... Ils sont là pour gérer des risques. Ils sont là pour gérer des risques. Eux autres, ils veulent que ça se passe. Puis des fois, ça prend ça aussi pour que le président dise, ben là, ouais, peut-être que... Puis etc. Mais oui, il y a des outils qu'on peut mettre en place qui s'appliquent dans les deux cas. Parce que c'est quoi que ça demande dans les deux cas? Que ce soit en forte croissance ou en décroissance, c'est de la discipline, de la rigueur, puis c'est à tous les jours. C'est pas une fois des temps. Et ça, c'est clair pour moi que ça va dans les deux sens. Fait que disons... Tu rencontres un président d'entreprise qui a le nez partout, dans toutes les opérations, dans toutes les équipes. Puis en plus, il est vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Là, mais son petit doigt, il dit qu'il est rendu là. Ça va y prendre combien de temps à sortir de ses opérations? Et c'est quoi un peu les étapes critiques qui vont enlever des plures d'oignon, j'ai l'impression ici, là, jusqu'à... Belle lecture que tu as. Bien, ça prend, on appelle ça des cycles, nous autres, parce qu'il y a des clients que ça fait 4 ans qu'on est avec eux autres, 5 ans, etc. C'est réellement dans la première année, c'est 4 cycles, là, c'est au trimestre, on fonctionne par trimestre. Hein. Et je te dirais que ça prend à peu près, là, après 9 mois, là, on le voit, là, après 3 cycles, là, on le voit, si la personne, elle dit, ouais, là, il est capable il voit, là, tu sais, mais c'est tout un processus. Il y en a que c'est plus long que d'autres, c'est plus ardu. Il y en a qui s'aperçoivent que, comme tu as dit tantôt, il y en a qu'on s'aperçoit quand on dit, regarde, on a des discussions, nous, on est authentique avec eux autres, puis on est très respectueux, mais à un moment donné, on dit, regarde, il va falloir réellement que tu sortes. Puis il y en a un, entre autres, qui a déménagé. On l'a envoyé quelque part d'un autre bâtisse qui appartient, parce que j'ai dit, il ne faut plus que tu ailles à la shop, là. Sinon, puis il a déménagé, c'est ouvert. Ça m'avait fait tellement rire, parce que c'est lui qui a eu l'idée, c'est même pas moi. Il dit, il ne faut plus que je vienne au bureau. Ben, je dis, t'as tellement d'immeubles. Va-t'en dans un de tes immeubles. Puis il s'est fait un beau bureau, puis on avait notre CGO. Il venait même pas pour le CGO, parce que quand il rentrait, pas l'identifier, là, c'était quelqu'un qui était dans la vente au détail. Puis quand il rentrait, il replaçait les systèmes, puis... Fait qu'il ne s'est plus pointé. Puis, mais par contre, il y a un reporting. Ça ne veut pas dire que tu sors des opérations, qu'il n'y a pas de... faut qu'il y ait du reporting de la part du monde. Puis c'est ça qu'on met en place aussi. Des tableaux de bord, des indicateurs, ce qu'on appelle aussi COMOP, là, la communication opérationnelle bidirectionnelle formelle. Ça veut dire qu'à chaque semaine, le CFO avec le président, ils se rencontrent. C'est 1 heure par semaine, tu as besoin, parfait. Maintenant, c'est quoi tes attentes envers ton CFO? Puis lui aussi, il a des attentes envers toi. Mais ça, c'est des rencontres individuelles. Il y a le CGO qu'on parle dans le livre, Comité de gestion opérationnelle. J'avais écrit un guide en 2016 sur ça aussi. Et 2 heures par semaine, le président se dépose avec ses vice-présidents, sa garde rapprochée qu'on appelle dans notre jargon à nous chez Plan B. Et OK, on fait un tour de table, on prend notre plateforme Horizon 90, parce que nous, ce qu'on prend, on prend le plan stratégique et on l'opérationnalise. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les prochains 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire?
Et là, ça, c'est une autre plateforme qu'on a, puis on suit ça. Fait que tout est suivi. Il n'y a pas rien qui est échappé en cours de route. Même lorsqu'on est dans le séjour puis quelqu'un a oublié quelque chose, on appelle ça le hot list. On le met dans le hot list puis on dit hey, normalement, la semaine prochaine, tu n'oublies pas, hein, tu nous reviens avec ça, mais on le sait. Puis lorsqu'on fait le séjour, à l'ouverture, on dit hey, le hot list, hey, normalement, la semaine passée, tu nous avais dit, t'es rendu où? On track tout. Puis c'est ça qui est important, parce que sinon, on disait hey, il n'y a pas du temps d'occuper, oui. On le sait que c'est quoi qui se passe dans une journée. C'est exigeant d'être entrepreneur, c'est exigeant pour la garde rapprochée, être vice-président final. Il arrive toutes sortes de choses, là, tu l'oublies. Mais là, ça fait 6 mois qu'on l'a oublié, puis c'est quelque chose qui devait se régler, puis on ne le règle pas. C'est ça qui me demande. On a plusieurs sujets là, que tu parles en rafale. Okay? Oui, absolument, absolument. Fait que là, j'en ai un sur lequel je veux qu'on vienne, puis on va revenir tout de suite après à CGO, parce que je pense que c'est une partie importante de ce que tu de ce que implantes. Ouais. Mais tu as mentionné à quelques reprises le commandant Piché. Ouais. Et tu fais toutes sortes de parallèles entre le pilotage d'un avion et le pilotage d'une entreprise, là, appelons ça comme ça. De où t'es venu cette idée-là, premièrement? Puis parle-nous un peu de la conférence avec laquelle tu te promènes actuellement, là, toi, puis Robert Piché. Oui, le Robert Piché, c'est ça. Bien, écoute, Robert, c'est un ami, ça fait 20 ans. Fait que, tu sais, on était au chalet ensemble. Nous, on est originaire du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'il venait à mon chalet, puis on se parlait. Puis moi, j'aime ça l'entendre parce que, tu sais, il y a tout un parcours, là, tu sais, pas juste le parcours du vol 236 d'Air Transat, mais il y a un parcours aussi avant. Sinueux, mais en tout cas, ça fait partie de l'histoire de l'homme, non? Ça fait partie de la vie. Puis c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il a fait atterrir l'avion, là. C'est par toute cette amalgame d'expériences-là qu'il a pu, etc. Mais c'est surtout le fait que c'est là que ça m'a popé dans la tête, parce que je suis un gars, j'aime bien ça, aller chercher des statistiques et tout ça. Puis j'ai tombé sur le rapport de l'IATA, qui est ici à Montréal. D'ailleurs, l'OACI puis l'IATA, leur siège social est à Montréal, sur le bord Robert Bourassa. Oui. Et c'est là qu'ils sortent la statistique à chaque année. La statistique de 2023 qui sortait en 2024. Là, je n'ai pas le nouveau chiffre. En 2023, c'était 25 400 heures qu'il fallait que tu prennes l'avion tous les jours. En 2024, ça a été un record. 2023, c'était 103 329 heures qu'il faut que tu prennes l'avion tous les jours avant que l'avion tombe. Puis quand j'ai sorti ça, après ça, le lendemain, j'ai dit à Robert, j'ai dit, tabarouette, vous autres, les avions ne tombent pas, mais nos PME tombent. Parce que j'ai été voir les statistiques. Puis effectivement, c'est 100 000. Il y en a 96 000 qui ferment. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut rendre? 100 000 qui démarrent, 96 000. Au Canada, il y a 100 000 entreprises par année. Ça, c'est Statistique Canada. Des chiffres, peut-être c'est 102 000. On s'entend, je fais des chiffrons. Là. Mais il y en a 96 000. Ça, c'est une statistique qui ferme. Fait qu'on a un succès de 4 à peu près, oui. Okay. Oui, absolument. Fait que c'est énorme. On ne prendrait pas l'avion si c'était ça le succès. Ben, moi, je te dis que si c'était ça l'avion, quand tu marches, il faudrait que tu regardes dans les airs parce que, tu sais, tu n'as pas de vent parce que tu aurais un morceau d'aile puis ça tomberait tout partout, ça n'a pas d'allure. Ouais, il y en a des avions au début qui ont parti dans l'histoire de l'aviation qui ont tombé parce que, bon, mais à chaque fois, ils apprennent de leur erreur. Ils vont chercher, ils documentent. Tu sais, encore dernièrement, on le sait, il y en a plusieurs, là, ils prennent le temps de regarder qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on va faire pour plus que ça se reproduise. Oui. Dans nos PME, malheureusement, souvent, ce que je retrouve, c'est la même. Quand rien ne change, rien ne change. Hein? Penser les mêmes actions, tu vas avoir des résultats différents. Moi, j'ai beaucoup de clients dans la construction, dans l'écosystème de la construction. J'ai des gros clients là-dedans, puis du monde qui ont des... Puis je m'aperçois qu'ils ne gardent pas de mémoire de... c'est qu'est-ce que... Et l'aviation nous emmène beaucoup, beaucoup de références parce qu'on joue avec c'est la vie du monde. On commence à se compter d'histoires. Maintenant, la rigueur qu'ils ont mis, les checklists, la rigueur, tout ce qu'ils ont mis dans l'écosystème de l'aviation, écoute, c'est formidable. Puis moi, ça m'a passionné. Puis c'est là que j'ai dit à Robert, « Hey, Robert, on ferait-tu une conférence ensemble? » Puis il dit, « Avec toi, je vais le faire. » Parce que c'est un chum, puis tout ça. Puis on a commencé à faire ça, tu sais, puis on s'est pratiqué, puis tout ça. Puis aujourd'hui, réellement, un beau succès. Parce que réellement, le monde ressort de la conférence en disant, « Hey, simulateur de gestionnaire. » Moi, je ne savais pas, mais je savais qu'il y avait des simulateurs pour les pilotes, mais je ne savais pas qu'il y en avait pour les agents de bord. Je disais, ah oui. Il dit, oui, on les met en contexte, la fumée, une urgence. On voit comment ils interagissent. Oui. J'ai dit, wow. C'est là que ça m'a donné l'idée de faire des simulateurs de gestionnaire. Hey, je vais t'accompagner pendant une journée. Je vais voir qu'est-ce que tu as de l'air comme gestionnaire. Wow. À la fin de la journée, il y en a qui prennent des... Surtout les présidents, ils disent, c'est vrai que c'est pas ma place. Tu sais, l'autre jour, je disais ça à un président parce qu'il disait, moi, tu sais, mais je dis, c'est pas dans ta nature, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Mais je regarde, moi, j'avais un bouvier bernois, là. Tout le monde connaît ça, j'imagine, nos auditeurs, nos auditrices. J'ai dit, j'essayais de l'emmener dans la piscine, là. J'avais une piscine creusée, il voulait rien savoir, il me montrait les dents, c'était une bataille.
Il ne gagnait pas, c'est moi qui a gagné, mais il n'était pas de bonne humeur. Mon cousin venait avec son labrador. Savez-vous, c'était quoi le défi? De ne pas rentrer dans la Non, piscine. c'était de le sortir de la piscine. Lui, c'est dans sa nature. Ouais. Non, puis c'est vrai, il venait, puis c'était une chicane pour sortir le chien de la piscine. Puis j'ai dit, regarde, toi, t'es un bouvier bernois. Non, t'es le labrador, excuse-moi. Le bouvier bernois, c'est un peu le gestionnaire. Puis c'est pas péjoratif, c'est pas dans ta nature. Mais il faut leur faire prendre... C'est une grande prise de conscience de dire, hey, je suis pas gestionnaire. Ben non, t'es un entrepreneur. Puis c'est rare qu'on voit un entrepreneur qui est parti de rien puis qui a monté tout ça. Ça ne fait pas des gestionnaires. C'est pas un gestionnaire. C'est une autre posture. Ça n'enlève rien à la qualité de l'homme. Exact. Mais toi, c'est quoi? C'est d'acheter des entreprises. Ben, achète-en des entreprises. Puis c'est ça ta zone de création de valeur ajoutée. Alors qu'un autre, oui, tu es bon là-dedans, mais le problème généralement qu'on trouve, c'est que l'entrepreneur, il est vite. Hein? C'est quelqu'un d'intelligent, il voit tout, il est bâti son entreprise. Puis il pense que tout le monde va être comme lui. Bien, si ça serait tout le monde des labradors, ça serait tout entrepreneur, ça serait pas en train de travailler pour toi. Là. C'est ça que je leur dis. Ils disent, t'as bien raison. Là, ben oui, c'est sûr que ça. Il ne serait pas en train de travailler pour toi. Fait qu'il faut que tu trouves un obsessionnel compulsif qui n'est pas entrepreneur, qui va être aussi intense que toi. Ça me fait rire parce que c'est le docteur Bordeaux qui m'a dit ça, le Patrick Bordeaux, dans son livre qui est excellent d'ailleurs, Se libérer des addictions pour la reprogrammation du cerveau, qui me disait ça. Il dit, faut que tu prennes un obsessif compulsif. Un entrepreneur, c'est intense par définition. Puis c'est correct, c'est des belles couleurs. Puis il nous en faut, parce que sinon, on n'ira pas plus loin. On n'entreprendra pas avec absolument quelqu'un pas. Et moi, je les adore, les entrepreneurs. J'en suis un à la base. Fait que je sais c'est quoi un intensif, là, tu sais. Mais pour moi, c'est de là que ça a parti de la conférence avec le commandant. Puis on a fait, puis à un moment donné, puis aujourd'hui, c'est un beau succès. On le fait avec différentes institutions financières, avec le Fonds de solidarité, avec Desjardins, Banque nationale, avec le Raymond Chabot aussi, Grant Thornton, etc., qui nous font confiance dans cette aventure-là, qui vient, puis, tu sais, c'est réellement intéressant ce qu'on fait présentement avec eux. Puis la conférence, bien, on l'offre à la Chambre de commerce de Québec le 29 mai prochain au Château Bonne-Entente. Puis on l'a aussi au Mirage le 6 mai prochain, là, au Mirage, au Golf Le Mirage, avec la collaboration de Desjardins puis le Fonds de solidarité FTQ. Comment s'appelle votre conférence? C'est vol à haute altitude de mémoire, quelque chose du genre, là. Mais je pense que c'est ça. Tu vas me dire, mais le titre, je pense que c'est ça, de voler. Je me souviens plus, je ne veux pas t'induire en erreur. Là. Moi, c'est comme je vais la donner, je sais ce que j'ai à dire, puis lui aussi, mais le titre de la conférence, des fois, on laisse ça aux soins des personnes, des organisations. Fait que là, je ne sais pas. Ah non, c'est comment piloter en zone de turbulence, excuse-moi. La prochaine conférence, le 6 mai. À Québec, là, c'est la Chambre de commerce, je ne sais pas comment ils l'ont intitulé, mais comment qu'on gère ça, de la turbulence? Parce qu'il y en a tout le temps de la turbulence. C'est rare qu'un vol n'a pas de turbulence. C'est rare qu'une PME n'a pas. D'autant plus, présentement, ça me tient à cœur tout ça parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe en géopolitique mondiale. Ça a des impacts, on le voit, ça crée de l'insécurité. Les crédits des banques se resserrent. Les banques sont plus nerveuses, c'est normal. Ils veulent être sûrs que... Fait qu'il y a un contexte présentement qu'on a besoin, justement, de ce genre de parallèles-là qui font en sorte que, oui, il y en a de la turbulence. Puis on a eu dans le COVID, hein? Ouais. Ça a été toute une zone. Puis présentement, il y en a de la turbulence dans les entreprises. Soit ceux qui soient dans le secteur du bois ou dans d'autres secteurs. Moi, j'ai un de mes clients qui alimentent les duty free présentement à travers le Canada, 40 de moins de ventes. Puis ceux qui vendent des choses, il y avait un article dans la presse dernièrement, 60 de moins de ventes. Qu'est-ce que tu fais comme. T'as pas de. Tu sais, dans le temps du COVID, ils ont fermé les aéroports. Mon client a eu des gros problèmes. Là. Il a perdu des millions. Tu n'as plus de ventes. Tu ne peux plus en vendre de toutes sortes de choses. C'est que c'est. Comment tu gères ça, cette turbulence-là? Oui. Fait que ça, moi, je trouve que c'est des beaux parallèles entre ce que Robert aussi a vécu. Il a vécu quelque chose d'assez turbulent. Hein? Tu as fait, tu disais tantôt, à peu près 300 dossiers dans ta carrière. Sans nécessairement nommer, évidemment, parce que tu es toujours sur la... Oui, mais il y en a qui ont été du domaine public. Si jamais il y en a du domaine public, mais un en particulier dont tu serais fier du dénouement final, qui a été un dossier... formateur pour toi, puis qui t'a amené au prochain niveau de ta business? Une belle question. Je te dirais qu'il y en a eu deux, fondamentalement. Le Parc safari africain, je peux le dire, c'est un dossier qui a été, en 2001, qui avait des problématiques, là, qui a été racheté d'ailleurs par un monsieur Ranger là, à l'époque. Là. Mais à l'époque qu'on était là, nous autres, c'était réellement... il y avait eu 2 mauvaises années de climat qui avaient fait en sorte que le parc avait eu des difficultés financières comme telles. Par la suite, ça a été revendu à M. Ranger, qui est très bien fait depuis ce temps-là. Mais ça, c'en est un qui m'a marqué parce qu'on pense souvent que la personne qui va aller aider le président, je ne connais pas les opérations.
Quand je suis arrivé là, une girafe puis un éléphant, je voulais couper le chauffage. Ça prend 65 degrés pour pas qu'il tombe, tu sais. Wow! Je le savais pas, moi, tu sais. Fait que je dis, on va couper le chauffage. Je disais, on peut pas couper, tu sais. Après ça, j'avais des enjeux, tu sais, tu sais, comme j'étais là pour aider, justement, la direction à... Je voulais prendre des décisions, mais en même temps, il y avait d'autres challenges, puis ça m'a beaucoup aiguillé sur le fait qu'on est là pour venir... on n'est pas là pour venir opérer. Il y a des enjeux qui sont énormes. Puis ça a été un dossier qui a bien fini parce qu'à un moment donné, il y avait été question, sans rentrer dans les détails, mais qu'on le ferme. Tu sais, je veux dire, on ne voyait pas d'autre solution à un certain moment donné avec la direction. Mais qu'est-ce que tu fais des lions? Puis il y avait 900 animaux, 800, je ne me souviens plus combien à l'époque. Il y avait des questions quand même assez... puis finalement, on a eu un repreneur qui est encore là, je vous le dis, là, il fait une très belle entour de ce que je sais, que je vois. Là, le parc safari existe encore, bravo. Tu sais. Mais ça a été un dossier qui a élevé mon niveau de conscience sur le fait que, wow, tu sais, il n'y a pas... que je pouvais faire n'importe quel dossier à partir du moment que... Parce que je me souviens, quand j'avais été là, les gars m'avaient demandé, t'as-tu déjà géré... j'ai dit, écoute, à part du Zoo Granby et du parc safari, je ne sais pas qui a pu gérer ça dans sa vie. Hein? Mais moi, à ce moment-là, j'étais plus jeune, évidemment. Là, on parle en 2001. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, à partir de ce moment-là, je peux faire n'importe quel dossier. Ouais. Puis un des dossiers aussi que j'ai adoré, c'est le dossier de Théo Taxi, où j'ai été nommé directeur général de Taxelco, le holding qui détenait en fait Diamond Taxi, Théo Techno, Hochelaga Taxi, etc. Et ça, pour moi, ça a été un mandat qui m'a réellement... emmené dans d'autres... tu sais, premièrement, tout le Québécois était là, ou à peu près, les institutions financières. C'était un dossier qui était médiatisé. On était dans les journaux à peu près à toutes les semaines, tu sais, avec un exposeur qui était réellement énorme. J'ai adoré travailler avec Alexandre Taillefer et toute la gang. Et ça, pour moi, ça a été un dossier marquant, parce que c'est ça qui m'a permis, lorsque j'ai sorti de ce mandat-là, de dire, hey, je peux... il y a quelque chose que je dois transmettre aux personnes. Puis c'est là que ça m'est venu de la méthode Nose in, Fingers out, de dire, hey, c'est important que le monde soit à la bonne place et tout ça. Puis ça a été un dossier que moi, personnellement, j'ai adoré. Mais c'est peut-être les deux dossiers, puis c'est sûr qu'il y en a eu plein d'autres. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai un DST, un doctorat sur le tas. Là. Moi, j'ai appris avec les entrepreneurs, avec ce qu'ils vivaient, puis le partage qu'il y avait. Puis tu sais, c'est comme, t'es plus dans le laboratoire, tu es dans la vraie vie. Là, fait que, y a probablement des secteurs d'activité que je n'ai pas touché au Québec, que ce soit dans l'automobile, dans n'importe quoi, là, dans la construction, du pieutage jusqu'au toit. C'est l'écosystème, etc. Mais c'est toujours... Ce que je veux en venir avec tout ça, pour moi, c'est toujours le management, c'est le... j'ai des clients, je ne suis pas capable de leur dire comment... je n'irais pas leur dire comment faire. C'est pas là-dedans qu'on intervient, nous autres. Mais comment tu vas être, ton état d'être, autrement dit. Ce n'est pas un état de faire. Le faire, tu le sais comment faire. On n'est pas là pour bonifier la personne dans le faire. On est là dans son état d'être. Dans ton état d'être, présentement, tu es dépassé. C'est pas évident pour un président de dire « Ouais, c'est vrai que ça va trop vite pour moi. » Mais tu es encore utile. Mais c'est où tu vas être utile? Encore là, la zone de création de valeur ajoutée, tout ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup dans l'aide qu'on travaille, nous, chez Plan B. Dans le faire, tu le fais bien. Là. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, puis tu engageras d'autres professionnels qui vont t'aider peut-être à faire toutes sortes de technologies que tu peux mettre de plus, mais c'est pas ça, nous. C'est réellement dans l'état d'être. Hein, donc, l'état d'être vient bonifier ou contaminer, finalement, un peu les opérations. Absolument, absolument. Tu as des organisations, ce qu'on retrouve souvent, c'est que le taux de rotation dans l'exécutif était très élevé. Hein, ça veut dire que les VP, là, ça sort puis ça rentre. Ça roule. Ben, tu sais, je m'excuse, là, mais ça a un coût énorme pour l'organisation, premièrement, on le sait. À un moment donné, ton branding employeur devient pénalisé, ça se sait dans le marché. Hein, ils disent, ben non, on va pas là, c'est pas le fun. Là, ça aussi, c'est un petit monde, le Québec, il ne faut pas s'oublier. Dans certains secteurs d'activité, là, à un moment donné, tu as fait le tour de la paroisse assez rapidement. Et ça, pour moi, l'état d'être est drôlement important. Ton branding employeur, on sait aujourd'hui que c'est plus... On est chanceux aujourd'hui, moi, ça fait quand même 37 ans, 40 ans que je me promène dans les entreprises. L'argent, c'est pas une problématique aujourd'hui à trouver. L'argent, il n'y en a jamais eu autant au Québec. Les possibilités sont énormes, etc. Mais c'est les ressources humaines aujourd'hui qui sont vitales. Et si la personne qui est en haut de l'organisation n'est pas capable de gérer son état d'être, puis n'est pas capable d'avoir un branding employeur, puis n'est pas capable de... Bien, on va avoir beaucoup de difficultés. Puis le turnover,
D'ailleurs, Roger Duguay, mon ami de Biden, a participé au livre. C'est une grosse firme de chercheurs de tête, comme vous savez sûrement au Québec. Tu sais, ça coûte une fortune. On parle d'une fois, 2 fois, 3 fois le salaire de quelqu'un. Tu sais, premièrement, d'engager un chercheur de tête pour le trouver, ça coûte un frais. Après ça, la personne reste 1 an. Qu'est-ce que ça donne comme branding? Hey, ça fait déjà 1 an, il est déjà parti. De refaire, ça coûte une fortune, tout ça. Fait que le casting de la bonne personne. Mais même si le casting est bon, si le président ou la présidente, c'est pas le fun. C'est le fun au début, là, mais après 3 mois, tu dis, c'est quoi ça a un coût énorme pour les organisations. Est-ce que tu dirais que le fait de négliger ou de ne pas exprimer ton leadership comme entrepreneur ou comme dirigeant sur le bien-être des employés ou sur le maintien d'une saine relation, ça peut être un facteur déterminant. C'est un peu ce que tu viens de dire. Ah ben oui, absolument. Moi, je crois ça beaucoup. Tu sais, souvent, on rentre dans les organisations, puis on fait un tour de table, nous autres, des personnes, puis on va chercher le input des personnes qui sont dans la garde rapprochée. Comment ça se passe chez vous, là, tu sais? Des fois, on entend toutes sortes de choses. Comment OK, parfait, vous êtes arrivés, on fait confiance, mais là, c'est le temps que quelqu'un arrive. Ça, j'entends ça souvent. Tu sais. Mais comment l'entrepreneur peut... C'est quoi? C'est du déni? C'est de l'aveuglement? À un moment donné, tu sais là, que tes relations ne seront pas saines, non? Ben oui, mais tu sais, pour qu'un être humain se transforme, il faut que ça fasse mal. Malheureusement, c'est dans tout, hein? C'est même dans nos vies personnelles. Hein? Tu sais, il faut que tu aies des wake-up calls. Fait que oui, effectivement, ça prend... C'est pas la vitesse qui tue, hein? Normalement, c'est les arrêts brusques. Fait que ça prend des arrêts brusques. Puis là, ça prend une prise de conscience. Ouf, attends une minute, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Puis souvent, ben, je peux pas qu'est-ce qui ne va pas? C'est la tête dirigeante en haut. T'sais, est-ce qu'elle est capable maintenant de dire, OK, parfait, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? L'équipe peut-être n'est pas assez forte aussi. T'sais, à un moment donné, ta personne des ressources humaines, mais peut-être c'est pas la bonne personne. Mais par besoin, on prête aux gens des qualités qu'ils n'ont pas. Ouais. Puis là, on se dit, ben là, ça va être long d'en trouver un autre. Ça fait 25 ans qu'elle travaille ici, elle était là au début. Ouais, mais c'est parce que c'est pas le même business. Ouais. De revoir ça, un peu comme Robert me disait, avant de prendre un vol, est-ce qu'on est bon membre d'équipage? Là? C'est-tu pour faire... premièrement, est-ce que c'est le bon avion? Pour aller en Australie, c'est pas le même avion qu'aller à Rivière-du-Loup maintenant. Hein? Je l'ai fait l'autre jour avec un de mes clients qui est descendu à Rivière-du-Loup. Un Boeing n'atterrit pas à la piste déjà. Fait que, déjà, l'équipement est important. Ouais. Tout bon. Après ça, c'est quoi? Ben, c'est les membres de l'équipage. C'est qui est dans l'avion? C'est qui va venir s'occuper du monde, qui va avoir un sourire, un accueil? Parce que, il y a tout un service à la clientèle à donner, les mécaniciens, tout ce monde-là, il faut que ça soit formé. On s'aperçoit que dans l'aviation, un des parallèles, ils sont très, très formés, là. Il n'y a pas d'improvisation. Ils ne peuvent pas improviser. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, malgré qu'il y en a. Mais on voit qu'il est minime avec les statistiques que je vous ai données un peu plus en amont tout à l'heure. Fait que moi, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que tout ça fait en sorte que... Puis après ça, ben, le fuel dans l'avion, as-tu assez de cash flow pour faire le voyage? Et ça, ben, nous, chez Plan B, on a une division financière. On modélise les plans stratégiques. Fait que l'autre jour, j'étais avec des clients, puis il manquait 1,7 million dans le cash flow. Là, on dit, comment ça qu'il manque? Ben oui, mais c'est parce que tu prenais juste ta position au 31 décembre, mais entre le 1er janvier et le 31 décembre, il y a des flux de trésorerie qu'on appelle, puis tu ne margines pas assez, puis là, tu t'es sous-marginagé au mois d'août, manquait 1,7 million. Donc là, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez mettre 1,7 million, vous allez diviser ça en deux, peut-être 2 actionnaires? Ils n'avaient pas vu ça. Fait que nous, on est des analystes financiers, des pas pires, puis on est arrivé avec ça, puis là, il dit, c'est vrai, puis le CFO de la compagnie ne l'avait pas fait, en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Mais ça, c'en est un exemple concret. Et on modélise, ça se modélise un plan stratégique. Oui. Puis là, on dit, voici les besoins financiers que l'entreprise a, parce qu'il n'y a rien de pire que de manquer de fuel dans les airs. Mais c'est la même chose pour un entrepreneur. Et on voit souvent que dans nos PME, souvent, c'était des problèmes, justement, de cash flow serré. Et là, ça fait quoi dans l'organisation? Tout le monde le sait. Mettons que tu es dans une compagnie de construction, tu ne paies pas tes sous-traitants, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les sous-traitants le disent, hein? Hey, s'ils ne nous payent pas, puis là, ben, ça inquiète ton personnel, puis il dit, comment ça qu'ils ne nous payent pas? Il est en mauvaise situation? Tu ne peux pas te permettre ça. Fait qu'il faut que tu aies les moyens de tes ambitions, mais ça se prépare un voyage. Alors que souvent, nos chefs d'entreprise, ben, on va y aller, on va s'arranger. Ben, ça ne marche pas de même. Non. On n'est plus là, on est en 2025, mes amis. Justement, là. Tu viens de décrire un peu un trait de caractère des entrepreneurs. On fonce, la passion, hein? On entend souvent parler de ça, l'intensité, l'instinct. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben moi, au contraire, c'est beau. C'est ça qu'on a besoin d'entrepreneurs qui ont de l'instinct et tout ça. Mais moi, je modélise qu'est-ce qu'ils veulent faire.
C'est où tu veux aller? Quel voyage tu veux faire? Tu veux aller en Australie? Parfait, voici, OK. Puis on va le modéliser financièrement. Maintenant, avant de partir, on va s'assurer que tout le monde est là. Ouais. C'est juste ça, la différence. Ouais. Puis juste terminer, ils n'ont pas de break à bras, généralement. Ça, c'est l'autre affaire. Nous autres, on sert de break à bras aussi. Hein? Ouais. Ils disent, hey, attends une minute, là, tu vas aller là, puis là, ben OK, ouais. Ça aussi, dans chaque département, il faut que tu aies un leader qui est capable de dire au président ou à la présidente, hey, surtout aux finances. Moi, je le sais, je l'ai été par intérim vice-président en finances de ben des compagnies au Québec. Là. Moi, je suis capable de dire à un président, regarde, là, ça ne marche pas, là. On ne peut pas, là. C'est bien beau ton affaire, puis je comprends ça. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher peut-être du financement, on va aller chercher un fonds de solidarité, une caisse de dépôt, un ABACAP de ce monde, un BDG de ce monde. Il y en a qui sont BDC. On a tellement de possibilités, mais allons-y. C'est pas quand on en a besoin, puis c'est trop tard. Ça prend du temps de mettre un financement en place. Là. Ça prend pas une semaine, c'est pas un auto qu'on va chercher chez Volvo, puis tu signes, puis tu sais, c'est des délais qui peuvent être longs. Il y a des analyses, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Mais le problème, c'est que généralement, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est tout de suite. Hein? Tout de suite, je veux l'avoir. Mais c'est parce que c'est pas tout de suite, mon ami. Puis c'est ça qu'il faut baisser. Comment qu'on peut... Il faut avoir l'expérience puis le leadership de jouer après le volume de l'entrepreneur. On va baisser un peu le volume, chum. Là. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est pas vrai. Là. Ouais. Et ça, c'est... Mais tu sais, quand tu n'as pas personne qui a le leadership dans son département, que ce soit les ressources humaines ou les opérations ou ce genre de choses-là, qui n'a pas ce leadership-là de dire au président, mais qu'est-ce que ça fait? Ou j'entends souvent, personnes sont comme, même si je dis, ça ne donne rien. Ben, je m'excuse, si t'es rendu là, t'es pas avec le bon monde. T'sais. Je trouve ça dommage. Puis c'est ce que j'entends souvent, moi, de la garde rapprochée des présidents ou des présidentes. T'sais. Est-ce que ça fait partie des arrêts brusques que tu parlais tantôt? Absolument, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Là, il arrive, puis il n'y a plus de cash flow. Un client pas payé. Ou un client, tu sais, Lyon, là, on sait que ça ne va pas bien. Bien, il y en a qui n'ont pas payé, là, sont sur un avis d'intention, un lac, là. Je pense que c'est un C36 qu'ils ont pris, en tout cas, peu importe, là. Mais ils ne payent pas le monde, là. Mais toi, je ne sais pas, tu as 500 000, 600 000, I don't know, à recevoir à titre d'exemple de ce compagnie-là. Hey, tu n'as plus de cash flow, là. Ça, c'est un arrêt brusque, ouais. C'est quelque chose que... Mon client devait me payer, puis il ne me payera pas parce qu'il va mal. Fait que ça va pas bien. Puis c'est un effet domino, un lion de ce monde. Puis je ne suis pas en train de juger ce qui s'est passé chez Lyon. Là. C'est juste que c'est un exemple. C'est un effet domino. Là. Je ne sais pas combien de millions qui n'a pas payé, mais il y en a peut-être qui sont plus à risque, d'autres moins à risque. Mais si par exemple, tu as juste 2 clients, puis un qui c'était Lyon, et ça va pas bien, là. Non. Fait que ton risque économique, tu sais, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi dans le plan stratégique. Hey, on va avoir tel... je me souviens, dans le temps, j'avais un client qui disait j'ai Bombardier comme client. Ouais, je comprends que tu as Bombardier, mais quoi d'autre? Mais encore. C'est parce que si Bombardier, le matin, il t'aime plus, ou ben non, tu fais plus l'affaire, ou peu importe ce qui arrive, ou tu les aimes plus toi-même. Tu fais quoi? Tu as un client. Fait qu'il y a un risque aussi. Fait que, tu vois-tu, cette analyse de risque-là, si, mettons, tu es VP de finance d'une compagnie ou CFO, là, plus encore CFO, c'est le rôle du CFO d'avoir cette stratégie-là puis de dire au président « Hé, attention, mon ami, ça ne marche pas, là, on ne peut pas. » Puis après ça, c'est toujours... Moi, je dis toujours, hein, le singe là, appartient au président. Je ne le prendrai pas à ta place, mais je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est, puis après ça, c'est toi le boss. Ben, prends une décision que tu penses. Mais moi, je te donne ta zone de... Puis c'est ça d'avoir le bon data. Puis le président, peut-être qu'il n'aimera pas ce qu'il entend, mais ceux qui ont une certaine sagesse puis une certaine recul, bien, ils disent « Ouais, c'est vrai qu'il a bien raison. » Ou on va trouver l'argent pour le faire. Mais on ne se mettra pas en péril. Ouais. On va s'arranger. Quand on va être là, on s'arrangera. Ça, j'ai souvent entendu ça dans ma vie. Mais ça marche, ça ne fonctionne pas de même. En tout cas, ça peut arriver des fois que ça fonctionne, mais c'est pas une bonne moyenne au bâton. On parle depuis tantôt de l'environnement, on va dire, sociétal ou entrepreneurial là, du gars ou de la fille qui est propriétaire de son entreprise. Il y a un environnement personnel aussi. Là. Absolument. Il y a la famille, il y a, j'allais dire, ses habitudes de vie, son équilibre mental, ses petits démons. Il y a plein de choses qui peuvent venir aussi influencer là, la performance ou le leadership du dirigeant. Comment vous adressez ça avec... C'est quoi le rôle de ces facteurs-là, puis jusqu'à où ça peut aller? Là? Ah, ça peut aller loin. Moi je vais vous le dire, les entrepreneurs, moi, je les adore en passant. Parce que je vous le dis, j'en suis un, mais je fit avec eux autres, je sais que... Mais
le personnel, c'est pour ça que le prochain livre, ça va être sur l'intensité des entrepreneurs. Ça va être tout cet aspect-là qu'on va parler aussi au niveau psychologique, psychiatrique, avec des experts là, qui vont qualifier encore plus que moi pour l'expliquer. On commence à parler un petit peu tranquillement de santé mentale au niveau des présidents de compagnie et tout ça. C'est très, très, très... c'est d'actualité. Je pense que c'est là encore plus aujourd'hui. Il y a moins de tabous, en tout cas. Bien, il y a moins de tabous, puis il y a plus d'entrepreneurs qui ont levé la main pour s'identifier. Oui. Et ça, pour moi, ça demande du courage. Puis il y en a qui se sont identifiés publiquement. Ils ont dit, écoutez, moi, j'ai eu des... Et oui, il y a beaucoup de détresse psychologique au niveau des présidents. Moi, c'est sûr que je rentre en intimité beaucoup avec eux parce que, puis etc. Moi-même, je suis en relation d'aide. Tu sais que je suis à la maison, je vous l'avais dit, de la Fondation Jean Lapointe. Je suis impliqué dans d'autres organismes. Pour moi, c'est important, cette santé mentale-là. Et l'important, je pense, pour un entrepreneur, c'est de ne pas rester seul. D'avoir des confidents, ce qui peut appeler quelqu'un d'autre. Et moi, en tout cas, j'ai une couple d'entrepreneurs qu'on se rencontre là, régulièrement, puis où est-ce qu'on se partage, puis dire, hey, voici ce que je vis. Et je pense qu'entre entrepreneurs, on se comprend. Et ça, c'est comme... il y a quelque chose qui se passe de magique. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on a des organisations aussi entre chefs, YPO. Oui. Il y a plusieurs, je pense à Rémi Tremblay, la Maison des leaders oui. à Québec. Je trouve ça beau. Parce que là, c'est un milieu qui est sécuritaire. C'est parce que ça demande de la sécurité, de se dévoiler et de dire, hey, voici ce que je vis. Puis moi, ça, j'en ai fait plusieurs retraites fermées avec des hommes d'affaires. Et ça me touche particulièrement. Moi-même, j'ai vécu mes problèmes, mes démons. Puis une chance que j'ai eu du monde qui m'ont accompagné. Puis encore aujourd'hui, j'ai 4-5 bodés que quand je vois, puis ça brasse n'importe quoi, je suis capable de les appeler et de dire, hey, voici ce que je vis. Puis ça, c'est important. Je dis toujours, le seul anonymat que je veux briser aujourd'hui, c'est l'anonymat de ma souffrance. Ça veut dire d'appeler quelqu'un et de dire, hey, j'ai besoin de te parler. Ouais. Et ça, on retrouve ça de plus en plus auprès des entrepreneurs. Parce qu'il n'y avait pas de cellules comme ça auparavant. Le groupement des chefs qui est devenu entre chefs, ça, c'est bon. Puis l'école d'entrepreneurship, encore en Beauce, tu sais, c'est des occasions uniques de se retrouver ensemble entre entrepreneurs qui vivent sensiblement, peu importe le modèle d'affaires qu'ils ont, mais en haut, on est seul. Et ça, c'est une vraie... tu sais. Et après ça, tu vois de plus en plus du monde qui s'entraîne, qui font du yoga, qui font de la méditation, c'est des choses qu'on n'avait pas, là, 25 ans, là, 30 ans. Là. Tu sais, c'était plus le party, puis on gelait tout ça. Maintenant, on est capable d'en parler. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui sent bien de ce côté-là, que le monde sont plus propices à en parler. Puis c'est important de ne pas rester seul dans tout ça. Et moi, je pense que... Puis un autre élément aussi, l'introspection. Et ça, on travaille beaucoup avec nos clients sur ça. Connais-toi toi-même, comme aurait dit Socrate et Jésus. Bien, c'est ça, connais-toi toi-même. T'sais. Fait que oui, je suis intense. Maintenant, comment je fais ça? La vie personnelle aussi, la famille. Moi, je vois beaucoup de relèves d'entreprise présentement, puis les enfants me disent non, moi, j'ai vu mon père ou ma mère, là, puis ça ne me tente pas de faire ça. Je ne suis pas là, moi. Wow, OK, t'es pas là. Mais ton père, c'est parce qu'il pense que tu es là. Non, mais il y a un bout qui a manqué. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour. Puis j'ai ri, là, j'ai dit, là, on est loin de la... J'ai dit, on est loin, là, parce que j'ai dit, ton père, non, il dit, je sais pas pourquoi il pense ça, là. Puis il dit, moi, je savais que c'était pas ça que tu voulais me voir, puis c'était pas mes intentions. Bien, je dis, là, je pense que ton père, il n'a pas compris ce bout-là. Là. Il y a un bout où la communication a manqué. Je ne sais pas, mais tu sais, ça, on voit ça souvent aussi. La relève. La relève, des fois, je ne sais pas ce que ça va être, on le sait, là, on entend ça, les statistiques, la relève qui s'en vient. Est-ce que ça va être les enfants? À l'époque, c'était tu sais, si on regarde, là, mettons, moi, j'ai été élevé sur une ferme, là, une partie de mon enfance, ben, tu sais, mon oncle, mon grand-père a transmis les cultivateurs, c'était un peu ça, tu sais, puis ça se faisait il n'y avait pas d'autre écosystème à l'époque, depuis 100 ans, là, on ne commencera pas à se compter d'histoire. Le Québec, c'était assez basique. Là. Mon père était bûcheron, mon grand-père était cultivateur. Mais c'est mes oncles qui ont pris ça. Mais à un moment donné, puis aujourd'hui, on sait que les jeunes sont moins cultivateurs. Là, ils ont leurs problèmes de relève aussi. Mais c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ton père est ingénieur, que tu vas faire un ingénieur, puis que tu vas... Il y a beaucoup de... Et, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Jocelyn, il y a un autre sujet que tu as parlé tantôt que j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que ça aussi, ça avait l'air à soulever des passions de ton côté. Tu parlais de comité de gestion opérationnelle, CGO. CGO. Hein. Parle-nous de ça un peu. Oui, moi, c'est quelque chose, j'avais écrit un guide sur ça en 2016, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de littérature sur ça. Puis je l'avais fait valider par quelques enseignants là, au HEC de Montréal. Et c'est un comité où on parle d'opération.
Parce que souvent, on appelle ça des comités de direction. Je voyais ça dans les PME, puis ça tombait dans les opérations. Un comité de direction, souvent, c'est plus la stratégie que les opérations, mais ça se mélange. Tu sais. Fait qu'on a réellement créé ce comité-là, où ce qu'on implante, c'est nous autres qui les animent en passant. Ça, c'est important. Nous autres, les accompagnateurs chez Plan B sont formés pour ça. Fait que lorsqu'on anime un comité, bien, le président, il est autour de la table, tu sais, avec sa garde rapprochée, comme je dis, qui est le vice-président finance, opération, marketing, RH, peu importe le bon. Habituellement, c'est 7 à 8 personnes, tu sais. Bon. Et c'est nous autres qui les animons. On fait toujours un tour de table, comment ça se passe cette semaine sur 10. Tu sais. On finit plus le tour de table à la fin. Sur 10, c'est quoi votre état d'être? On en parle de ça. Il y en a qui c'est rentre inconfortable dans les premiers temps. Oui. 10 étant le meilleur. OK, parfait. Tu sais, moi, j'en ai animé pendant des années. Puis je me souviens d'une organisation, puis il était un petit peu réticent, le monde trouvait ça cucu un peu. Mais à la fin, ça a réellement été... Tu sais, il y en a qui disaient, j'étais à 2 sur 10. OK, wow. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un moment donné qui nous avoue, il dit, ma femme m'a laissé hier, je ne m'attendais pas à ça. Ben, tu sais, c'est important que je le sache. Là. C'est un petit peu important. Il l'aurait peut-être pas dit autrement. Puis on a agi en conséquence de ça. D'autres qui nous disaient, c'est d'autres choses. OK, parfait. 3 sur 10. Et on le gardait à la fin de la réunion avec le président. Puis on disait, qu'est-ce qui se passe, Normand? Parle-nous-en. Mm-hmm. OK, parfait. OK. Et comment on peut t'aider là-dedans? C'est ça de mettre de l'humain dans l'humain. Tu sais? Fait que ce comité-là, c'est quoi? On parle d'opération. Il y a des KPI qui sont emmenés. Il y a un échange. Tu as besoin d'informations entre le président et le vice-président. Il y a réellement, c'est un bel échange, puis c'est un tour de table. OK, t'es rendu où? C'est quoi tes défis de la semaine? Comment on peut t'aider? Ton plan, ce qui va bien? Y a-tu des choses l'horizon 90 qu'on suit à l'intérieur de ça? Puis, on a des belles discussions qui sont humaines. C'est un espace qui est sécuritaire. Nous, on l'anime. Parce que les personnes, ce qu'on s'est aperçu à un moment donné, j'ai dit, on va former quelqu'un à l'interne qui va l'animer. Mais on s'aperçoit que ça n'a pas la même valeur. Parce que la personne, c'est des fois le président, puis je vais l'animer. Mais le président prenait toute la place. Fait que les autres n'ont plus le temps de parler. Fait que nous, on est capable de dire au président, on fait ça comme ça, c'est intéressant ce que tu dis, mais là, ton temps est écoulé. Mais un vice-président qui dit ça au président, des fois, ça peut être malaisant un petit peu. Il passe un peu plus croche, puis le gars, il dit, ouais, tu sais, c'est... Fait que nous, on a développé cet outil-là qui est réellement puissant. Et c'est réellement, ça donne tout un spirit à l'entreprise. Puis on parle d'opération, on ne parle pas là, de stratégie. Là. On parle d'opération. Il y a des suivis. Tout le monde se dépose à tour de rôle. Puis le président est capable d'assister à ça. Puis il n'y a pas personne de l'organisation qui est obligé d'animer, puis de couper quelqu'un, puis de dire... Puis nous autres, on est capable de dire, dans un comité que j'animais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il bougonnait, puis il s'est assis à la table. Puis, tu sais, le body language, on sait, parle beaucoup. Ouais. Il parlait beaucoup. Fait que quand j'ai commencé, je dis, écoute, Dominique, aujourd'hui, ton body language parle beaucoup, j'aimerais ça l'entendre. Et j'ai envoyé un signal à tout le monde que moi... Rien qui là, passe. pas qu'il n'y a rien qui passe. Tu sais, t'as pas l'air de bonne humeur. On va en parler. J'ai pas le goût. J'ai dit, moi, j'ai le goût de t'entendre aujourd'hui. Et là, il s'est déposé. Et c'est ça qu'on appelle créer un climat de sécuritaire. Puis j'ai dit, ça t'a fait du bien. Il dit oui. Mais j'ai envoyé un signal à tout le monde que moi, comme animateur, là, tu veux être bougonneux, tu veux pas, on veut t'entendre. Puis c'était pas agressif, tout ça. Puis la personne, puis j'ai dit, ça t'a fait du bien. Il dit, ouais, tu sais, c'était des gars tough, c'est un gars en construction. Là. Alors, il dit, ça m'a fait du bien. Bon, mais je dis, regarde, merci d'avoir été authentique avec nous autres, puis tout ça. Puis s'envoyer, tu sais, c'est réellement... Et ce climat sécuritaire-là, il doit être maintenu par quelqu'un d'externe. Fait que c'est pas quelqu'un d'interne qui va dire, vous êtes 2 collègues de travail, ouais, t'as pas l'air affilé, parle-nous-en donc. Le gars peut penser dans sa tête, ou il va dire, peux-tu bien se mêler de ses affaires? Fait qu'en cours de route, on avait pensé de former du monde, mais on s'est aperçu que ça n'a pas la même valeur que nous, de l'externe. Fait qu'on a décidé d'abandonner cette voie-là. On a appris beaucoup avec les CGO. Hein. Quand j'ai commencé ça, moi, j'ai été un des premiers sûrement à faire ça là, d'une façon méthodique. Là. Et le premier qui m'a laissé ma chance, puis je vais toujours le remercier, qui m'a fait confiance, c'était Sylvain Allaire, qui avait Baliscus à l'époque sur le bord de la 15, là, Sylvain, puis qui a maintenant qui a Oram aujourd'hui. Là, c'est plus ses enfants, là, sa fille, excusez-moi, Marie-Claude Allaire, puis Olivier Mongrain, qui n'est pas son fils, là, mais qui ont pris la coprésidence de l'entreprise. Mais c'est Sylvain, à l'époque, qui j'avais dit, hey, je te propose ça. J'ai fait un essai. C'était en 2012 que j'ai commencé. J'ai écrit le guide en 2016. Mais c'est lui qui m'avait fait confiance en premier. Il dit, ouais, ça a de l'allure ton affaire, puis on va essayer ça. Puis j'en ai animé pendant des années, mais maintenant, on l'a incorporé dans le programme Nose In, Fingers Out. Et moi, ça m'a beaucoup élevé mon niveau de conscience sur l'animation, sur puis les livrables aussi. Mm-hmm. Ça a une puissance extraordinaire.
Parce qu'on parle juste d'opération. Puis on ne se dérange plus non plus. L'autre élément qu'on a dans nos In Fingers Out, c'est le COMOP, communication opérationnelle bidirectionnelle formelle. C'est quoi tes besoins, Monsieur le Président, de rencontres à chaque semaine? On va arrêter de se déranger d'un cadre de porte. En passant, quand je te demande, peux-tu te déranger 2 minutes, là, c'est 23 minutes. Mm-hmm. Ouais, 23 minutes pour toi, 23 minutes pour là, c'est 46 minutes. Calcule ça sur ta masse salariale à la fin de l'année, tu m'en parleras. Puis les discussions de cadre de porte, là, c'est jamais efficient. Peux-tu te déranger? Ouais, comment tu as trouvé la game hier? Ah, puis on part. Puis là, ça part. Puis là, ça part. Là, des fois, tu ne sais même plus pourquoi tu as dérangé le gars. Tu sais, toutes sortes de... C'est fini, ces affaires-là. Ben non, là, tu te dis, pourquoi tu... Ah, ben là, attends une minute, ça va revenir. Mais l'édition de cadre de porte... Où tu places l'humain là-dedans? Parce qu'à un moment donné, c'est des relations aussi, c'est pas juste... Ben oui, absolument, mais les relations sont le fun, parce qu'une heure par semaine, je suis avec toi, et moi, je l'avais développé beaucoup lorsque j'avais fait Théo Taxi. Je disais tout le temps, je me souviendrai tout le temps dans une discussion avec un de mes gestionnaires, j'avais dit, bon, comment ça va notre relation, toi puis moi? Ben, tu sais quoi tu veux dire, mais comment ça va, toi puis moi? C'est important que je sache ça. Moi, je commençais tout le temps, ma posture de gestionnaire, c'était tout le temps la même. Je voulais savoir comment, tu quelque chose que je devais m'améliorer, quelque chose que... Les attentes aussi, mutuelles. Puis c'est un moment que je ne suis pas sur mon téléphone cellulaire. À un moment donné, j'étais avec quelqu'un, puis il était sur son cellulaire, puis j'ai arrêté de parler. Puis là, il m'a regardé, je dis, quand tu auras fini, puis en passant un cellulaire, moi, dans les réunions, il n'y en a pas, là. On est 1 heure, on est ensemble. Hey, ça crée-tu de l'intimité, ça? Il est là, l'humain, là. Il n'est pas... je suis en train de te parler, puis le président, il parle, puis il fait d'autres choses, puis je me sens pas bien important, je pense pas. Fait que moi, ces rencontres-là sont drôlement humaines. Premièrement, comment ça va notre relation? Tu quelque chose que je peux m'améliorer? La gestion des attentes de part et d'autre. Moi, gestionnaire, des fois, voici mes attentes envers toi. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il a compris. Parce que moi, je suis un gars, je suis originaire du bas du fleuve, je parle vite. Puis des fois, je pense que tout le monde comprend ce que j'ai compris. Puis j'avais fait ça chez Théo, puis il y avait une fille qui travaillait pour moi ça, à ce moment-là, pas pour moi, mais pour l'équipe. Puis elle m'a dit, elle dit, je suis intelligente. Je dis, écoute, tu ne serais pas intelligente, tu ne serais pas dans mon équipe. Là. J'ai dit, moi, je parle vite, je veux juste être sûr. Puis là, elle m'a répété ce que j'avais dit, puis elle n'avait rien compris. C'est pas ça, c'est pas elle qui avait rien compris. C'est moi qui avais mal communiqué. Puis j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, j'ai réellement mal communiqué, je vais reprendre la discussion. Et ça, on fait un jeu avec ça. Ça, c'était quand je fais mes retraites fermées avec les présidents. Le jeu du général. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. C'est réellement... Ben là, je vais voler le punch, mais quand même. On donne... C'est 7 lignes qu'on donne. Puis là, j'aurais dû emmener le texte avec nous autres parce que c'est tellement comique. Ça dit, demain matin, il va y avoir un entraînement à la baraque 7. S'il pleut, il faut que tu t'en ailles à la baraque 6, puis etc. Puis là, on fait sortir, mettons, 4 personnes de la salle. Puis là, le général, puis là, je le lis 2 fois. Puis je dis au général, maintenant, je ne donne pas la feuille. Là, il fait rentrer, mettons, le lieutenant. Je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe. Puis là, il dit, bon, ben là, la baraque, après 2 personnes, il n'y a même plus de baraque, il n'y a plus de tempête. C'est même plus le même texte. Et là, les présidents, je dis, regardez, là, c'est ça qui se passe dans vos entreprises. Là. Tu dis quelque chose à quelqu'un, tu ne vas pas confirmer ce qu'il a compris. C'est important, ça, dans les processus de communication. Fait que là, on leur donnait... Puis là, écoute, on rit tellement avec cette histoire-là. Parce que c'est plus la même histoire, puis au 4e, oublie ça, là, il n'y a même plus d'armée. Fait que c'est incroyable, en 2-3 conversations, comment que ça a tout... Et ça, c'est important. Fait que cette communication-là, formelle, puis ça ne nous empêche pas de se voir dans le corridor, puis on se dit bonjour, on n'est pas des robots, c'est pas ça l'idée. Mais je ne me fais pas déranger. Au début, là, dans les premières semaines, chez Taxelco, il y en a qui me disaient, puis ils rentraient dans mon bureau, je dis, c'est parce qu'on se voit demain matin. OK, mais là, y a-tu un feu? S'il y a un feu, c'est correct, parle-moi-en. Moi aussi, je suis gardien de mon com-up, là. Tu me déranges pas, c'est pas vrai. Tu sais, je m'excuse. Puis moi, j'ai un petit calepin rouge d'habitude, je pense que je l'ai laissé dans le camion. Puis quand je pense à quelqu'un de mon organisation, tu sais, moi, je suis quand même encore, là, puis, tu sais, comme ce matin, là, j'étais avec ma collègue, là, Marie-Ève, 1h30 tous les lundis matin. C'est notre temps. Puis moi, quand je pense à elle, je marque des notes. C'est très rare qu'on se dérange durant la... Très, très rare. Des fois, un petit texto de temps en temps, parce que c'est juste confirmer une rencontre. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Ça me donne une qualité de... Et ça, pour moi, c'est important. Puis j'ai mon dashboard assez... Les attentes sont réellement des deux côtés. Puis je suis capable d'avoir une belle conversation, puis 1h30. Au début, on a essayé 1 heure, puis c'était pas assez long. On disait, on va mettre 30 minutes de plus. Tu as raison qu'une heure, c'est jamais assez long, parce que tu me croiras pas, mais je vais te dire qu'il reste 2 minutes à notre entrevue. C'est ça, exact. C'est ça, je te voyais aller, je voyais que j'y ai passé. Mais c'est ça, c'est un peu ça, toute la dimension de la rigueur, puis d'être fort, tu sais, de toute cette discipline-là. Et c'est comme ça, je pense, que nos PME peuvent aller où ce qu'ils veulent aller.
que le président va piloter l'avion qui va être son choix, Ouais. qu'il va avoir des bons membres d'équipage, puis il va pouvoir arriver à sa destination, puis ses rêves vont devenir des réalités. Et ça, pour ça, c'est ça ma passion pour moi. C'est de faire en sorte que ces personnes-là arrivent à la présidente, puis qu'il y ait une belle qualité de vie au travers de ça, avec leurs enfants, avec leur... Tu sais, c'est pas juste la business. Il y a 168 heures d'une semaine. Là. Si tu t'endors 8 heures, il te reste 112 heures. Si tu en passes 90 heures dans ta business, je m'excuse, mais il y a quelque chose qui marche pas, qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est pas vrai que ça peut être bien autrement que ça. Moi, je suis persuadé de ça. Et ceux qui continuent à être dans le micromanagement, ben regarde, ça leur appartient, mais à un moment donné, ça va arrêter quelque part. C'est une question de temps. Il manque juste le quand. C'est pas que ça va arriver. Ça va arriver, c'est juste le quand. Ça va-tu être le système qui va lâcher? C'est une crise cardiaque? C'est-tu le conjoint qui s'en va ou la conjointe qui s'en va qui n'est plus capable? Ça prend ça. Hein? C'est ça qui, pour moi, qui est... Bien, écoute, Jocelyn, tu as dit à un moment donné dans la rencontre que les entrepreneurs, c'est du monde intense. Tu as aussi dit que tu étais un entrepreneur. Oui, absolument. Je pense que ça fit les deux ensemble. C'est une entrevue avec beaucoup d'intensité. Ouais. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'intensité dans comment tu développes ton modèle d'affaires toi-même. C'est toute la conférence, ça a l'air vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment hâte de lire ton livre. Ouais. On sent vraiment à travers tout ce que tu nous as dit, ton engagement indéfectible envers l'entrepreneur du Québec. Puis ton amour, tu l'as dit à plusieurs reprises dans l'entrevue. J'aime les gens d'affaires, j'aime les entrepreneurs, je tripe sur eux autres. Moi, c'est ce qui m'a marqué là, au fer rouge dans l'entretien d'aujourd'hui. My God. Ben, merci à vous deux. En passant, ça a été super le fun de vous rencontrer. Ça fait plaisir. Écoute, moi, ce que j'ai aimé, c'est la phrase que j'ai retenue qui résume pas toute l'œuvre, mais c'est pas la vitesse à laquelle on va, c'est les arrêts brusques. Oui, absolument. Puis souvent, on en rencontre des entrepreneurs, puis je sais pas si c'est parce qu'on est à l'extérieur de leur cercle, on dirait que ça nous frappe plus qu'ils vont justement frapper un mur ou qu'ils vont avoir un arrêt brusque ou que ça va faire mal. Ouais. Puis de s'entourer de la bonne équipe, des bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Encore une fois, il y a trop de compromis encore là-dessus. Puis merci de nous éveiller à tout ça. Puis très belle rencontre, je sais. Merci à vous.